c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. 9e et dernière interview réalisée lors du Festival international des jeux de Cannes en février 2023. Karl Brière est le fondateur de Synapse Games, une maison d'édition québécoise. Il raconte pourquoi et comment il s'est lancé dans cette aventure en 2018. Aujourd'hui, je suis avec Karl Brière de Synapse Games, le fondateur de Synapse Games. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Bah oui, très contente de te recevoir. Voilà. Merci, oui, moi aussi. Traverser l'Atlantique pour qu'on se rencontre. Oui, en fait, c'est la première fois qu'on expose à Cannes, donc on est extrêmement fébrile d'être ici. Donc, je voudrais connaître un peu ton histoire. Voilà, comment on devient éditeur de jeux? Parce que, comment on se lance dans cette aventure? C'est une excellente question. En fait, ça fait plusieurs années que je suis dans le monde du jeu. J'étais dans la distribution, même pour un fabricant de jeux de société. Donc, j'ai vu différentes facettes, mais j'ai toujours eu le désir de travailler sur du développement et tout ça. Donc, éventuellement, à un moment donné, à la force des choses, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant de créer mon propre projet, je risque peut-être de le regretter quand je vais arriver à ma retraite et tout ça. Donc, je voulais pas vivre avec un « j'aurais donc dû », comme on dit au Québec. À un moment donné, j'ai décidé de me lancer. C'était en 2018 pour décider de fonder Synapse Games. OK, en 2018, donc tu sautes le pas. Je saute le pas, effectivement. Et donc, tu le sautes tout seul? Je le saute tout seul. En fait, ça a été fait beaucoup en collaboration avec le Scorpion Masqué parce qu'eux, ils lançaient des cryptos. Et à l'époque, moi, j'étais directeur des ventes là-bas. Et j'ai dit, mais moi, j'aimerais ça lancer ma maison d'édition en même temps. Donc, on a travaillé une espèce de partenariat pour que je sois capable de faire, de lancer Synapse et en même temps de supporter Scorpion Masqué là-dedans. Et donc, ça a été une très, très belle histoire et ça a permis à Synapse là, de vraiment pouvoir se lancer parce qu'au début, on n'a pas beaucoup de salaire ou pas du tout, en fait. On fait ça pour la passion. Oui, c'est ça. C'est d'abord la passion qui te guide. Exact, oui. Alors, quand on se lance justement en 2018, donc déjà, c'est courageux. Bravo. Oui, merci. Quand on se lance, on commence par quoi, en fait? En fait, c'est tout légal et tout ça. Et évidemment, ça prend un jeu. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit, je vais faire les dents sur un propre jeu. Donc, je me suis mis à créer un jeu. Je testais beaucoup. Il s'appelait Incubation. C'est un jeu familial. Je testais beaucoup avec de la famille, mes enfants qui étaient la cible à l'époque. Beaucoup de tests et beaucoup d'apprentissage. Donc, ça a été beaucoup plus long sortir ce jeu-là que n'importe quel autre parce que j'ai appris sur le tas. Donc, tu es auteur, en fait, aussi? Aussi, mais je me considère plus comme éditeur qu'auteur. D'accord. C'est ton seul jeu, du coup? J'ai eu Match 5 aussi qui est sorti directement au début de la pandémie. Donc, on avait fait un print and play, un share and play pour que les gens puissent jouer. Donc, c'est un jeu d'association d'idées. Exemple, fruits et rouges. Il faut que les gens passent un truc et ça peut donner une pomme, une tomate et après ça, on peut discuter. Donc, j'ai 2 jeux en tant qu'auteur. OK. Alors, depuis 2018, comment ça s'est organisé, tout ça? Qu'est-ce que ça implique d'éditer un jeu? Effectivement, c'est le travail après collaboratif, trouver des protos, aller tester des choses, oui. on te les amène, tu vas les chercher. Enfin, comment ça se passe? Au début, comme on n'était pas connu, on allait beaucoup rechercher au Québec. C'est des endroits où on peut jouer à des jeux, où des fois, il y a des espèces de speed dating entre éditeurs et auteurs. Il y a des concours de protos qui sont organisés. Donc, c'est des places qu'on peut aller pour vraiment voir quel genre de jeu qui nous intéresse. Donc, il y a une communauté d'auteurs et d'éditeurs aussi au Québec là, qui crée des opportunités pour pouvoir aller de l'avant avec un projet. Est-ce qu'il y a des festivals, comme on connaît nous en France, parce qu'on en a vraiment de plus en plus et qui sont des gros? Vous en avez énormément. En fait, vous êtes extrêmement choyés. On en a aussi au Québec. Avec la pandémie, ça ralentit évidemment, mais on en a dans le coin de Québec, dans le coin de Montréal. Il y a beaucoup de plus petits festivals, mais c'est supporté par des joueurs extrêmement passionnés aussi. Donc, souvent, ça va être 300, 400, 500 personnes qui sont là, mais il y en a un petit peu partout au Québec qui sont organisées comme ça. Et au Canada, plus largement aussi, ça a tendance à prendre bien? Oui, ça prend bien. En fait, au Canada, c'est vraiment des très, très bons consommateurs de jeux. Il y a beaucoup d'auteurs de jeux aussi. Il y a des communautés d'auteurs qui se créent pour vraiment faire des échanges
donner des retours, qu'est-ce que tu en penses des sessions de playtesting. Donc, il y a vraiment une très, très belle collaboration à ce niveau-là aussi au Québec. Oui, au Canada. OK, donc il y a quand même un vivier, on va Oui, dire, absolument. de gens qui sont dans le milieu créatif aussi, autorat, illustrateur, etc. Oui. Et justement, les jeux édités pour le moment, ce sont des auteurs québécois, illustrateurs québécois? On a des auteurs québécois ou canadiens. Récemment, on a commencé à travailler avec des auteurs un petit peu plus loin. Comme on a un jeu qui sort, c'est un auteur coréen. Donc, on reçoit par semaine environ 3 à 5 propositions de prototypes. Par semaine? Par semaine. Ah oui. Donc, dépendamment des périodes de l'année, il y a des périodes plus creuses que d'autres. Mais pendant la pandémie, je dirais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont eu du temps pour avoir des idées. Donc, on a été extrêmement sollicités d'un petit peu partout, d'Angleterre, de France, d'Israël. En fait, on a un jeu de coquerelle que, justement, l'auteur vient d'Israël. Et c'est vrai qu'il y a eu un sacré boom. Après, tout le monde a eu du temps pour se poser et faire ce qu'on avait envie de faire. Exactement. Ouais. Et quelle est la ligne éditoriale de Synapse Édition? Donc, pour nous, c'est vraiment des jeux familiaux, stratégie légère, des jeux qui sont faciles à jouer avec n'importe qui, mais qu'un joueur n'est pas ennuyé. Comme moi, je suis plus joueur que la majorité des gens dans mon entourage, ma famille, mes amis et tout ça. Et pour moi, c'est important qu'un soit capable de jouer au jeu et qu'il ait du plaisir, mais que moi, j'en ai aussi. Donc, c'est vraiment l'esprit d'avoir un jeu facile d'introduction, mais qui a une subtilité, un petit plus après pour contenter le joueur aussi. Alors là, le catalogue, il comporte combien de jeux et quel jeu, en fait? Quel jeu? Un qui a été très, très connu, il y a Crazy Tower, qui est un jeu de blocs dextérité avec un mode saboteur dedans. Il y a eu Quattle aussi, jeu de serpent aztèque et tout ça, qu'on a fait une version jeu de cartes aussi. Match 5, Foilier, qui sont des jeux plus d'ambiance. Donc, au total, on est rendu à environ 7 jeux édités qui sont commercialisés. En plus d'autres sorties. Donc, tous nos jeux pour 2023 sont déjà complétés. En fait, on peut tous les tester en bas ici. Et même, on commence à travailler sur les jeux 2024-2025. D'accord. Et alors, comment on distribue tout ça après? Est-ce que tu es à la fois distributeur ou est-ce qu'on l'a fallu chercher aussi à ce niveau-là? Il a fallu chercher. Donc, on travaille avec des distributeurs un petit peu partout dans le monde. Je dirais, exemple comme Quattle est disponible dans 22 langues. Donc, il a fallu vraiment démarcher. Et c'est en allant à Cannes, à Essen, dans des salons internationaux, qu'on peut voir ça, où il y a des gens qui nous connaissent directement, ou il y a des gens que je connaissais aussi. Mais à la base, ça prend des jeux qui intéressent ces distributeurs-là, parce que l'offre est tellement grande. Donc, s'il n'y a pas de plus-value, pourquoi ce jeu-là est important dans leur catalogue, à ce moment-là, ça va être plus difficile de trouver un distributeur. Et souvent, c'est ce que je dis aux auteurs. Dis-moi pourquoi ton jeu est unique. Fais pas un jeu comme les autres, démarque-toi. Donc, c'est vraiment un truc très, très important qu'on cherche. Alors, on a, en tant qu'éditeur, une multiple casquette en finale. Oui. À la fois, effectivement, dénicheur de talent, chef de projet, graphiste peut-être, etc. Oui. Alors, tu as démarré tout seul. Comment ça évolue au fur et à mesure? Et quels sont ces différents métiers, finalement? C'est vraiment différents métiers. En fait, j'ai commencé seul, mais j'avais quand même des amis qui m'aidaient, qui, justement, en termes de graphisme et tout ça, parce que moi, en informatique, c'est pas moi qui c'est pas moi qui ai le lead. Donc, ils faisaient ça le soir, les fins de semaine pour m'aider et tout ça, et ça a permis de faire prendre vie des projets. Maintenant, on a des gens qui travaillent à temps plein avec nous. Il y a des gens à contrat aussi. Donc, on fait vraiment évoluer les choses, mais il y a des gens qui sont vraiment en charge des communications marketing. Et c'est deux trucs relativement différents. Les communications, vraiment créer tout ce qui est réseaux sociaux. Et le marketing, c'est comment pousser l'information, comment faire des communiqués de presse. Directeur artistique aussi, de quoi le look aura l'air. Il y a tout l'aspect production, qu'est-ce qu'on met dedans, la qualité des matériaux. L'écriture de règles, c'est un métier en soi. Et c'est une des plus grandes barrières aux jeux de société. Si les règles sont incompréhensibles, ça va avoir un impact directement sur la perception, l'expérience qu'on va avoir. Donc, c'est comment écrire les règles clairement, dans pas trop de mots, dans le bon ordre, de façon constante. Exactement. Donc, après ça, il y a tout le travail de traduction aussi. Donc, il y a beaucoup de traducteurs qui travaillent dans le domaine aussi. Voilà, donc en fait, on s'entoure aussi. Toi, tu fais, mais il y a aussi des collaborateurs ponctuels, c'est ça? Exactement. Parce que moi, dans le fond, je suis un généraliste, mais tu sais,
c'est pas moi qui va faire la traduction en allemand ou même en anglais, je vais réviser, mais c'est pas mon boulot de base. Donc, on s'entoure vraiment de gens qui sont spécialisés dans chacun de ces domaines-là. Alors justement, j'arrive avec une idée, je te propose un jeu, tu es intéressé. C'est quoi la suite? Vraiment le cheminement? La suite, exemple, je reçois une proposition, je parle avec l'auteur, on teste le jeu, bien sûr, et après ça, je vais le tester avec l'équipe en interne aussi pour avoir leur ressenti. Parce que un jeu, une fois qu'on le signe, nous, on fait 2 ou 3 jeux par année. Donc, c'est pas tant que ça. Il faut bien les choisir et c'est important d'aimer le jeu parce qu'on va le tester au moins une centaine de fois, si c'est pas plus. En fait, 100 fois, c'est relativement peu. Donc, il faut être sûr que les membres d'équipe qui vont vraiment travailler sur le projet, ils sentent qu'il y a quelque chose qui va les transporter, qui vont vouloir aller plus loin avec, parce que même si le jeu est édité, après ça, il faut continuer à le supporter. Bien sûr, il Donc, faut ait de l'affinité, un peu le coup de cœur. exactement. Donc, une fois que l'équipe, on sent qu'il y a un très, très bon ressenti, on parle avec l'auteur, parce qu'on veut parler, c'est quoi notre vision du jeu, puis échanger avec l'auteur, parce que des fois, on n'a pas du tout la même vision. Donc, à ce moment-là, ça va être plus difficile. Donc, on décide de ne pas nécessairement poursuivre. Mais si on a la même vision, c'est comment on peut développer le jeu, quelle tangente aussi, quand on pense sortir le jeu, parce que c'est impossible qu'en dans 6 mois, un jeu puisse arriver sur les tablettes. Donc, il y a tout ce principe-là. Il y a des auteurs qu'une fois que le jeu est signé, ils ne veulent plus continuer à travailler sur le projet. Et il y en a d'autres qui veulent pouvoir continuer à pousser le jeu jusqu'après la sortie. Donc, il y a vraiment plein de sortes d'auteurs, plein de sortes d'éditeurs, ça dépend vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des échanges ouverts avec les auteurs aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut une relation de confiance énorme. Une fois que, voilà, je pense qu'on a lancé le projet, oui. Ouais, tout le monde. Et parce qu'une fois que, pour nous, une fois qu'on signe un jeu, il y a des bonnes chances que ça prenne 2 ans avant qu'il arrive sur le marché. Donc, ça veut dire qu'on a une relation de confiance, de communication, et souvent, il va arriver des situations imprévues. Le développement, c'est plus long, les illustrations, c'est plus difficile et tout ça. Il peut y avoir des retards, donc, ou des complexifications au niveau du développement, qu'on ne sait pas comment déboguer un truc. Donc, il faut vraiment avoir un échange très ouvert, très, très facile, parce que je vois vraiment ça comme une collaboration. Et c'est pas rare qu'on va travailler avec le même collaborateur ou la même collaboratrice plus qu'une fois. Et alors, c'est le boulot de l'éditeur aussi de trouver l'illustrateur, ou l'auteur peut aussi venir avec quelqu'un avec qui il a envie de travailler? Comment ça se déroule, ça? En général, c'est l'éditeur qui choisit l'illustrateur. Pour nous, à date, on l'a toujours choisi. Ça m'est arrivé pour un jeu, justement, Quato. Les auteurs auraient aimé que ça soit Monsieur Coddington, qui sont également au Québec. Mais parfois, ça peut arriver qu'ils sont extrêmement débordés. Donc, question de timing et tout ça, parce qu'ils sont très talentueux, mais les calendriers ne fonctionnent pas. Donc, on essaie de trouver d'autres personnes qui vont bien rendre le style d'illustration qu'on a en tête, qui va bien avec la mécanique du jeu, avec le thème et tout ça, parce qu'il y a vraiment plein de styles artistiques très différents. Donc, on essaye, nous, d'aller chercher des illustrateurs qui cadrent avec la vision qu'on a du jeu. Et donc la conception graphique, ensuite, effectivement, le choix du plateau, enfin tout ce qui est direction artistique, ça vous le faites en interne? Il y a quelqu'un chez vous qui est dédié à ça? Exactement. Donc tout ce qui est l'aspect visuel, c'est notre directrice artistique qui va s'occuper de ça. D'accord. Et tout ce qui est choix des matériaux, format des cartes, peu importe ça, c'est plus moi qui fais ça. Donc je suis en charge de la production aussi. Donc ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut intégrer dedans, un truc unique ou améliorer l'ergonomie des fois. Donc ça, c'est vraiment... je fais ça vraiment en collaboration avec la directrice artistique, parce que des fois, il va y avoir des illustrations, des icônes, des choses comme ça qui vont vraiment avoir un impact sur la lisibilité du jeu ou la préhension du jeu en soi. Oui, qu'est-ce qu'on met comme élément sur telle carte ou sur tel jeton pour qu'on comprenne tout de suite la mécanique? Ouais. Exactement. Ouais. Et donc ça y est, on a avancé sur le jeu, les mécaniques sont bien rodées, la ligne graphique est trouvée, etc. Les étapes suivantes, c'est quoi? On refait tester? On refait tester. C'est hyper important. En fait, à toutes les étapes, il faut toujours tester, parce qu'il y a toujours, si on change un truc, ça peut occasionner un autre changement qui n'est pas nécessairement favorable. Donc, juste l'emplacement des icônes, la grosseur, les couleurs, on parle de plus en plus de daltonisme. Même au niveau de la représentation des genres, ça s'en vient de plus en plus... dans l'air du temps, il faut faire attention. Donc, pour ça, nous,
on essaie d'avoir autant des gens de différentes cultures, de différents sexes, de les mettre de l'avant pour vraiment avoir des jeux qui englobent tout le monde. Donc, il faut avoir cette sensibilité-là pour être certain que on choque personne parce que le but, au final, c'est de faire plaisir. On veut directement que les joueurs, quand ils s'installent, c'est d'avoir du plaisir, c'est pas d'être choqué par quelque chose. Donc, nous, c'est vraiment une attention au détail qu'on porte. C'est beau d'avoir un métier pour faire plaisir aux gens. Oui, on est chanceux. OK, test refait. Oui. On est prêt. On lance la com, donc en fait, c'est ça. Non, avant. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir tous les échantillons de l'usine pour vraiment manipuler de quoi aura de l'air la vraie version. Et avec ça, c'est là qu'on va commencer la com avec certains influenceurs, créateurs de contenu, mais les distributeurs aussi, pour trouver nos distributeurs un petit peu partout à l'international qui sera intéressé par ça. C'est vrai que j'ai oublié l'étape de fabrication. Oui. Quand même, importante. Parce que ça, c'est aussi des choses à négocier. Ça, c'est long. Oui. Voilà, donc on peut parler de cette étape. Oui, donc ça, la phase de production, c'est beaucoup avec les usines et tout ça. Justement, ici à Cannes, j'ai dû en rencontrer 3 ou 4 pour différents projets. Ça aussi, les usines sont spécialisées, chacun dans leur domaine. Il y en a qui sont de très bons imprimeurs. Il y en a d'autres, si c'est des jeux très complexes avec de la figurine, vont être meilleurs que d'autres. Donc, chaque usine est spécialisée aussi. Donc, c'est de savoir lesquelles sont spécialisées pourquoi. Contrôle qualité aussi. C'est sûr que les prix, les délais de production et tout ça. Donc, tout ça est pris en compte en fonction de chacun des jeux. Ben voilà, parce qu'il faut aussi pouvoir mettre un prix sans doute raisonnable derrière tout ça. Exactement. Aussi. Un jeu de cartes à 45 €, c'est plus compliqué. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez justement ce qu'il faut au Québec sur la production, sur l'aspect de production? En fait, on a des imprimeurs papier, mais dès qu'on arrive avec des contenus plus, exemple des dés, des sabliers, des crayons feuilles, des choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut les faire venir d'un autre pays. Et comme nous, on a des distributeurs un petit peu partout dans le monde. Si on fabrique au Québec, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'après ça, il faut transporter pour toute la planète à partir du Québec. Donc, en termes de transport et d'écologie, c'est vraiment pas l'idéal. Mm-hmm. Alors, du coup, là, on a fabriqué notre jeu. On décide un nombre d'exemplaires parce que oui. Voilà. Et ça se décide aussi comment? Du coup, avec le distributeur, justement? Beaucoup les distributeurs. Okay. Pour voir c'est quoi le potentiel, combien ils pensent aussi, parce que trop produire, c'est pas bon non plus, mais trop peu produire, c'est pas bon. Ça crée des frustrations et souvent, ça peut créer la mort d'un jeu. Et régénérer des coûts, surtout aussi. Exactement. D'accord. Une fois que le jeu est produit, il y a tout la logistique, les transports, les douanes, réserver les conteneurs, tout ce qui est test de sécurité aussi pour être certain qu'il n'y a pas de plomb dans la peinture et un paquet d'autres trucs. Donc, surtout que nous, on fait des jeux familiaux, même un peu pour enfants. Donc, c'est hyper important de s'assurer que nos produits soient sécuritaires. OK. Donc, ça y est, on a notre distributeur, etc. Donc là, on lance la communication. On a un plan de com? Un plan de com, effectivement, que nous, on fait sur une année au moins. Donc, pour avant la sortie, pendant la sortie, après la sortie, qu'est-ce qu'on fait en événement, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur quelle plateforme de réseaux sociaux, quel influenceur ou créateur de contenu on veut utiliser, qu'est-ce qu'on fait pour les boutiques aussi. Donc, c'est vraiment multipalier parce que un consommateur ou un joueur, oui, il peut aller voir certaines plateformes ou Philibert ou d'autres, mais en bout de ligne, si on communique uniquement sur une seule plateforme, on va manquer énormément de gens. Donc, c'est pour ça qu'on est sur du Instagram, du Facebook, du YouTube, mais pas que, parce que nous, on n'est pas influenceurs en bout de ligne. Mm-hmm. Des gens qui regardent une vidéo du passe-temps vont avoir beaucoup, beaucoup plus de vues ou un monde de jeu. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme des échanges qui se font avec eux pour aider la promotion du jeu aussi. Bien sûr. Et puis être présent sur les salons, effectivement. Exactement. Pour faire jouer. Oui, et c'est hyper important. En fait, nous, c'est la première fois qu'on est à Cannes pour avoir accès à nos joueurs français, parce qu'on en a au Québec, mais la réaction peut être très différente, ou le type de public, puisqu'à Cannes, c'est relativement familial, où il y a quand même des gros joueurs, mais il y a beaucoup de public famille, et c'est directement notre cible à nous principale. Donc, c'est hyper important de voir la réaction, comment les gens manipulent le matériel, les réactions des gens, est-ce qu'ils comprennent les règles, à quel point ils sont capables de s'approprier le jeu rapidement, et ça nous aide pour la suite de quel type de jeu convient bien à cette cible-là? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Parce que le but, c'est tout le temps de s'améliorer. Mm-hmm. C'est différents jeux, mais on apprend quelque chose à chaque projet.
Oui, je veux bien croire. Est-ce que justement au festival, enfin sur ce genre de festival, on rencontre aussi des auteurs qui proposent des protos? C'est aussi cette occasion-là? Oui, exactement. Justement, j'ai eu plusieurs propositions. Et étrangement, le type de jeu proposé entre le Québec ou la France, c'est différent. Même sur le Canada anglais, États-Unis, c'est différent aussi. Le type de jeu est différent. On parle souvent d'exemples de jeux euro ou Ameritrash. Donc, il y a vraiment, au niveau de la culture, des jeux très, très différents. Et on le voit aussi en Asie. Les jeux aussi sont très, très différents. Donc, il y a le côté culturel a un impact direct sur le type de jeu parce que dans le fond, c'est qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous entoure, à quoi on joue, qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on entend. Il y a énormément de culture en France, donc ça a forcément un impact sur l'inspiration et la création d'un jeu. Ok, donc c'est toujours aussi très constructif ce Vraiment, genre d'événement. Ça vaut le déplacement? Ça vaut vraiment le déplacement. On va être ici l'an prochain, c'est sûr. Ok. Synapse Games, c'est pourquoi le nom? Le nom, en fait, moi, ma formation, c'est vraiment pas dans le domaine créatif, c'est plus dans le domaine scientifique. Donc, j'étais en recherche pharmaceutique. Et donc, les synapses dans le cerveau, ça sert à créer des connexions dans le cerveau. C'est là qu'on apprend des choses, que notre main bouge et tout ça. Et je trouvais que les jeux, c'est un excellent vecteur pour créer des connexions entre les joueurs. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça Synapse Games. C'est clair, depuis qu'on joue, on n'a jamais rencontré autant de monde. Effectivement. Et les projets, alors les projets 2023, voilà, qu'est-ce qui sort cette année et quelle est la suite? Quels sont les projets? En fait, cette année, ça sort en boutique début mars. On a Juki Juki, qui est un jeu de coquerelles qu'on vient écraser avec des tapettes en forme de tongue, qui est un jeu pour enfants, jeunes familles et tout ça. Et en fait, ça claque beaucoup en bas. Ensuite de ça, au printemps... Pour se défouler, ça. Ah oui, vraiment. On entend rire. Même des tables juste d'adultes, ça rit très, très fort. Donc, justement, pour voir les réactions des gens, ça, c'est vraiment top. Ensuite de ça, vers la fin du printemps, nous allons avoir Tell Me More, qui est une coédition avec Life. Donc, il y a un jeu ensemble, nous allons raconter une histoire. On a une mise en situation très, très courte avec 4 mots-clés. Ensuite, on part une minuterie de 2 minutes. Et à la fin des 2 minutes, on tourne la carte et il y a 5 questions. Donc, un joueur va lire la première question et sans se consulter, tous les joueurs doivent répondre la même réponse en même temps. OK, il faut être connecté encore une fois. Il faut être connecté et c'est très particulier. Donc, les outils donnés aident vraiment à nous mettre sur une piste sans nous donner une réponse. Et la réaction des gens, c'est « mais comment ça fonctionne? » Au lieu de jouer, ils se questionnent sur comment ça fonctionne et ça fonctionne. Okay, de voir la réaction des gens, de leur surprise à quel point ils ont été capables de trouver des réponses à certaines questions qu'ils ne connaissaient pas, c'est magique. OK, très intriguant. Et vers la fin de l'été, en fait, dernière semaine d'août, première de septembre, on a un jeu de pose de tuiles qui s'appelle Pyramido. Donc, chaque joueur va construire sa propre pyramide avec des tuiles de type pyramide. On va la placer devant soi. Ensuite, on place un jeton et on remplit le marché pour le prochain joueur. Nous allons construire notre pyramide sur 4 différents niveaux et les effets vont se cumuler parce que sur le premier étage, sur chacune des tuiles, il y a des icônes, mais quand on a placé notre jeton, ça va activer la zone pour le pointage. Donc, tous les icônes qui sont reliées à ce jeton-là vont nous donner un point. Mais pour le deuxième étage, on va ajouter des tuiles en laissant en bordure une seule zone de tuiles. Donc, on va voir encore des icônes du premier niveau pour atteindre le deuxième niveau. Donc, il va y avoir une espèce d'effet de scoring à multiples paliers. Donc, ça va aller de façon exponentielle et il y a tout un système vers pour bloquer... l'anticipation, là. Oui, exactement. Et bloquer les autres parce qu'on ne veut pas qu'ils scorent certaines couleurs et tout ça. Donc, c'est hyper simple. On a fait un livret de règles de façon IKEA, qu'on appelle. Donc, une ligne, une image pour vraiment faciliter l'appréhension là, du jeu. D'accord, mais ça va être un peu casse-tête, enfin, du moins peut-être compétitif et casse-tête. Oui, en fait, c'est vraiment le jeu que, quand j'ai créé Synapse, c'est ce que je voulais atteindre au niveau de... J'ai joué avec ma belle-mère de 70 ans qui joue à des jeux de type Uno et des trucs comme ça. Elle est en mesure de jouer et dès le deuxième étage, « Ah oui, je peux faire ça. » Et après ça, au troisième étage, « Ah oui, je peux aller être bloqué. » Donc, un premier joueur est extrêmement récompensé et ça sent vraiment bon très, très rapidement et son niveau de jeu augmente. Et les joueurs expérimentés, au début, ils font « Oui, c'est sympa et tout ça. » Arrive le deuxième niveau, là, il fait « Ah oui, c'est pas mal, finalement, c'est malin. » Et
arrive à la fin, il dit « Mais c'est vraiment plus compliqué que ce que je Il y m'attendais. a une belle courbe de progression. » Exactement. Donc, chaque joueur vraiment trouve son compte et plus on veut se donner du mal, plus on va s'en donner. Donc, on se crée ses propres problèmes. Ok. Et alors, quelle est l'ambition pour Synapse Games, pour toi, pour ton équipe? En fait, nous, il faut qu'on ait plus de personnes parce qu'on est encore une petite équipe. On est 3 personnes à temps plein. Donc, on veut continuer d'engager pour avoir des plus beaux produits, des produits encore meilleurs. Présentement, on termine tout le développement de nos jeux de 2024. On a même commencé des illustrations. On a même commencé à en présenter ici quelques-uns. Donc, on veut vraiment améliorer notre niveau d'édition. Là, on commence à mieux savoir qui est Synapse Games, parce qu'au début, on essaye beaucoup et tout ça. Donc, on trouve notre zone de confort, mais on ne veut pas rester dans notre zone de confort. Donc, c'est toujours se surpasser et tout ça. Présentement, je suis très confiant des jeux qu'on va proposer cette année et l'an prochain. Alors, je souhaite bonne chance, en tout cas, pour l'équipe, pour toute Merci. la suite, Merci. pour tous ces jeux qui sortent. Je te propose qu'on termine par un petit jeu qu'on appelle le portrait chinois. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez au Québec, mais si tu connais au J'en ai Québec. entendu parler. Bon. Donc, c'est pas des questions pièges, hein, t'inquiète pas, c'est dans le domaine du jeu. Alors, si tu étais un mode de jeu, tu serais plutôt solo, plutôt compétitif, plutôt coopératif ou semi-coop, peut-être? Ah, j'hésite entre compétitif et semi-coop. Parce que j'aime bien le chaos, en général, dans les jeux. Donc, oui, je dirais peut-être semi-coop, parce que souvent, il y a des rebondissements, on ne peut pas te donner toute l'information, il y a un petit peu de bluff et tout ça, donc je dirais semi-coop. Ok, ça marche. Si tu étais une mécanique de jeu, est-ce qu'il y a une que tu affectionnes particulièrement et qui pourrait te représenter? J'aime beaucoup les jeux de statistiques, bluff, un peu à la Perudo. Ça, j'aime beaucoup parce que justement, ça va chercher le côté mathématique, estimation et tout ça, j'adore. Alors, si tu étais une thématique de jeu, un univers, Fantastique, définitivement. sûr. Ah Ok. oui. Par exemple, tu joues à quoi Euh, en tant que joueur? Moi, j'ai grandi avec du Donjons et Dragons et tout ça, donc c'est un univers que j'adore. Jeu de rôle à la Jeu base? de rôle, Ouais. mais tout ce qui est magie, dragon, les nains, tout ça, un jeu comme Descent, j'adore. J'aime cet univers-là, c'est extrêmement riche, il n'y a pas de limite. En fait, c'est ça qui est bien d'un univers imaginaire, c'est que la seule limite, c'est notre imagination. Et si tu étais un auteur de jeu? Bruno Catala, je dois dire qu'il est extrêmement intelligent. Et il y a du génie dans sa création. Alors pour finir, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir interviewer à mon micro sur un prochain podcast? Théo Rivière. Ok. J'adore Théo Rivière et lui aussi, c'est un très bon auteur. Et on l'écoute, on le regarde, on a le goût d'être son ami, on a le goût de jouer à ses jeux. Il est hyper sympathique. Donc oui, Théo Rivière, définitivement, j'aimerais bien. Bah écoute, on est en contact, ça devrait peut-être se faire Génial. à Paris, peut-être, au prochain festival. En tout cas, ce fut un vrai plaisir de te rencontrer. Voilà, j'espère qu'on se recroisera. Ben oui, absolument. Et Merci beaucoup. Et puis, donc, je te propose qu'on termine par la petite phrase de fin de Oui. podcast. Alors, à Synapse, il y a tous les jeux de Synapse. Tu joues ou quoi? Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi? Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi. À bientôt pour un nouvel épisode.